Délocalisation, de quoi parle-t-on? Petite définition, la délocalisation, ça consiste pour une entreprise à rechercher une implantation à l'étranger, soit sous forme de filiale, de joint venture ou de création ex nihilo, à partir de rien. Tout ça dans l'objectif principal d'arriver à une réduction des coûts. La France, il y a quelques années, a connu une vague, une très très grande vague de délocalisation, suivie d'un cortège dont vous avez tous entendu parler: licenciement, fermeture d'usines, désertification de vallées. Ces délocalisations étaient toutes, à en croire les dirigeants de ces entreprises, motivées par une volonté principale qui était celle de parcourir le monde et de toujours trouver le pays où il y avait la main-d'œuvre la moins chère. C'était ça, on entendait ces dirigeants dire dans les journaux: nous partons, nous allons en Turquie, au Bangladesh, en Éthiopie. Pourquoi? Parce que tout simplement, la main-d'œuvre y est la moins chère. Et le secteur qui était principalement touché, c'était l'industrie textile. Interrogeons-nous sur le coût réel de la main-d'œuvre dans un vêtement. Et nous aurons peut-être un élément de réponse. Alors on va parler très concrètement, on va prendre un vêtement. À son combien, j'en ai quelques-uns sur moi. Alors je vous rassure, je n'ai pas commencé un striptease. Oh, je sais. Je vais prendre par un vêtement. Je vais l'enlever, et là ça ne choquera absolument personne, par la cravate. Cette cravate, que j'aime beaucoup, puisque je l'ai acheté à Colmar en plus, magasin Blanc-Gainsbourg, rue des Boulangers, pour la modique somme de 47,50 €. Cravate en soie de marque Serge Blanco. Alors aujourd'hui, dans cette cravate, quel est le coût exact de la main-d'œuvre? Eh bien, on va ensemble décomposer le prix, le coût de cette cravate. Et pour ça, on ne va pas faire un long schéma. On va regarder un petit peu ensemble en quoi ça consiste. Alors, on va prendre la moitié de cette cravate. Et on va prendre 60%, 59% pour être précis. Alors, 59% de cette cravate, c'est la marge du magasin. Continuons. Ce découpage sans pitié. Serge Blanco, le monsieur qui a créé cette marque, en tout cas qui a donné son nom, lui veut être rémunéré. Et en moyenne, il va prendre entre 10 et 12% de la valeur de cette cravate. Allez, encore un petit bout qui part. Ensuite, il y a la soie, parce que quand même, passez-moi l'expression, il y a du matériel, c'est quand même pas du polyester. Eh bien, la matière première, selon les cours, va représenter entre 10 et 12%. Bon, là, ma cravate ne ressemble plus à grand-chose, mais continuons la décomposition du prix. Alors, entre le magasin de Colmar, la marque Serge Blanco, l'usine éventuellement au Bangladesh, en Éthiopie, il y a des personnages plus ou moins obscurs qui circulent, qu'on va appeler les intermédiaires. Et ces intermédiaires, ben forcément, ils ne travaillent pas pour rien. Ils veulent aussi être rémunérés. Et ils prennent en moyenne à peu près 8% de la valeur de cette cravate. Ça continue. La cravate, une fois qu'elle est fabriquée au Bangladesh, en Turquie, en Éthiopie, que sais-je, évidemment, elle ne va pas venir toute seule. Il faut la transporter. Et le coût du transport, là également, va représenter environ 8%, 9%. Alors là, la cravate, il n'y a vraiment plus grand-chose. Mais le problème, c'est que l'usine au Bangladesh, en Turquie, il faut qu'elle travaille. Il faut qu'elle gagne de l'argent. L'usine a ce qu'on appelle des frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement, c'est l'eau, l'électricité, le loyer éventuellement, ou les amortissements de la construction. Et les frais de fonctionnement sont à peu près de l'ordre de 2% de la valeur de la cravate. Le PDG de l'entreprise, les actionnaires de l'entreprise du Bangladesh ont aussi besoin de gagner leur vie. L'entreprise a besoin de prendre aussi une marge. La marge va être de l'ordre de 4 à 5%.
Et là, il y a l'État du Bangladesh, de la Turquie, qui va aussi prendre des impôts quand même sur cette entreprise. Et il y aura une fiscalité qui va avoir un coût de l'ordre de 0,6 à 0,7%. Et là, il me reste ça. Ça, c'est le salaire des ouvriers qui ont fabriqué cette cravate. Environ 0,4%. 0,4%, c'est le coût de la main-d'œuvre. Alors, s'il vous plaît, soyons sérieux 2 minutes. Qui peut sérieusement prétendre que c'est en rognant encore ces 0,4% qu'on va rendre une entreprise française compétitive, qu'on va éviter des licenciements? Soyons sérieux, c'est pas sur 0,4 qu'on peut gagner de l'argent. Quand on dit ça, j'ai franchement l'impression qu'on nous prend pour des gogos. Nos entreprises n'auraient-elles pas mieux fait à l'époque d'essayer de rogner sur la marge du magasin, de mieux négocier les matières premières, éventuellement de réduire les coûts des intermédiaires? Non, on a focalisé sur ces 0,4%. Ah oui, que c'est quand même pas très sérieux. Voilà, cette petite démonstration, j'espère vous a un petit peu interpellé, en tout cas, je l'espère, a suscité chez vous quelques interrogations. Je me permettrai d'en soulever 2. On avait pris un petit peu de cet argent ailleurs, alors peut-être pas dans le magasin de Colmar, mais peut-être au niveau des intermédiaires, si on avait pris ne serait-ce qu'1% quelque part, là, pas grand-chose, 1%. Et si on l'avait donné à l'ouvrier, il aurait peut-être pu nourrir décemment sa famille, il aurait peut-être pu envoyer ses enfants à l'école. Nous savons tous que la solution des problèmes, la grande solution des problèmes dans le monde, c'est l'éducation. Alors pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le taureau par les cornes et on essaie d'envisager une meilleure distribution de ces rémunérations? Deuxième question. Aujourd'hui, on peut se poser la question face à ça, que vaut le travail humain? Franchement, sur une cravate, elle était plutôt jolie, ma cravate. Regardez ce qu'il en reste, ça c'est le travail humain. Ça c'est votre travail. Alors est-ce que la conclusion de ma petite présentation, ce serait que votre travail ne vaut plus rien? Auquel cas, je rejoins ce que disait Claude, là, qu'est-ce que vous faites ici encore? Il y a peut-être une raison d'espérer. La semaine dernière, chez Christie's, grande maison de vente aux enchères, s'est vendue une statue. Un homme tout maigre, constitué de quelques kilos de bronze. Et cette statue a été vendue à la somme de 126 millions d'euros. 126 millions d'euros. Alors, ne cherchez pas ce que ça veut dire, j'ai travaillé pour vous. Alors, avec 126 millions d'euros, vous arrivez à vous acheter 77 chars d'assaut Leclerc. Ou alors, pour les gros investisseurs, 126 millions d'euros, vous pouvez vous acheter le centre Leclerc qui nettoie à Strasbourg. Quand même. Mais on peut se poser la question, qu'est-ce qui distingue Giacometti de l'ouvrier du Bangladesh? Qu'est-ce qui distingue? Eh bien, l'ouvrier du Bangladesh, d'Éthiopie, a des compétences. Il a des compétences techniques pour éventuellement coudre ou faire fonctionner un métier à tisser. Giacometti a du talent. C'est ça la différence. Alors, le talent, c'est rarement quelque chose qu'on a à la naissance, on a un petit peu de talent. Mais après, il faut le travailler. Et nous, enseignants ici, on a juste pour modeste objectif de temps en temps réveiller le talent qui est en vous et le faire exploser, le faire grandir de façon à ce que vous soyez les Giacometti de demain, tout simplement. Votre talent, il est en vous. N'écoutez jamais les personnes qui vous disent « vous n'êtes pas capable ». Détachez-vous des compétences. Les compétences, par définition, seront tôt ou tard obsolètes et tôt ou tard, la personne qui n'a que des compétences sera remplacée par un robot. La seule chose qu'un robot n'arrivera jamais à remplacer, c'est le talent. Je vous remercie pour votre